Bonjour, bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission. Un mot d'abord sur ce qui se passe à Lewiston, dans le Maine, où une gigantesque chasse à l'homme est toujours en cours pour retrouver un suspect qui a tué 18 personnes et en a blessé une douzaine d'autres hier soir. Chez ces chiffres, vous voyez donc le suspect avec sa description. Il s'appelle Robert Card. Il a 40 ans. Il est toujours au large après la fusillade d'hier soir. Donc les chiffres, 18 morts, une douzaine de blessés, sont provisoires, mais ils donnent à cette heure-ci une idée de la folie meurtrière qui a animé le suspect hier soir. C'est un événement évidemment en développement. Les autorités ont fait le point vers 10h30, 11h ce matin. Et c'est un événement trop familier. On a l'impression d'avoir joué dans ce film-là aux États-Unis à plusieurs reprises sans que les choses changent. Et on ne peut pas passer à côté de ce type d'événement. Essayez de le commenter aussi, de le mettre en perspective. Je retrouve mes mordus, Michel Courchaine, Gilles Duceppe, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Lewiston, c'est pas loin, hein? 3-4 heures d'auto, on passe à côté de Lewiston quand on s'en va sur les plages du Maine. Donc, il y a une proximité ici avec les événements. Michel, ça suscite quoi chez vous comme réflexion? C'est tellement triste et inacceptable. Surtout de savoir que ce petit endroit est réputé pour être très tranquille avec une majorité de retraités. Mais le Maine est l'État où les lois sont les plus permissives quant à l'utilisation des armes à feu ou la capacité de se procurer des armes à feu. Et quand on regarde ce que les manchettes nous disent de l'histoire de cet homme, on voit bien que cet homme avait besoin d'un soutien psychologique important. Et c'est là qu'on voit peut-être la différence en ce moment entre les États-Unis et même le Canada. Parce que, tu sais, on est très critique. Nous, on commente l'actualité tous les jours. Puis souvent, notre travail, c'est de critiquer les gouvernements. Mais regardons qu'il y a quand même ici des efforts soutenus pour... c'est pas parfait, mais c'est des efforts soutenus pour soutenir la détresse d'une certaine façon. En tout cas, il y a une prise de conscience et on en discute ouvertement, puis on essaie d'adapter nos lois. On voudrait que ça soit plus rapide, mais on essaie de le faire. Mais là, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, moi, je me dis à chaque semaine que autant nous étions deux pays non seulement unis, mais qui avions des similitudes, des zones d'appartenance, d'homogénéité. C'est de moins en moins vrai quand on regarde ce qui se passe au gouvernement américain, où discuter de lois qui encadreraient les armes à feu, c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. Et j'écoutais ce matin le nouveau président du Congrès américain. Extrait, Michel? On a un extrait. OK. On va le laisser lui-même le dire, d'accord? Probablement que vous voulez aller dans la même direction que l'extrait qu'on a choisi, mais on va vous passer un extrait. Mike Johnson. Connaissez-vous Mike Johnson? On le connaît depuis hier. Nouveau président de la Chambre des représentants. C'est un républicain aux États-Unis. Écoutons M. Johnson. This is a dark time in America. We have a lot of problems, and we're really, really hopeful and prayerful. Prayer is appropriate in a time like this, that the evil can end and this senseless violence can stop. C'est ça. J'allais là. Il faut des prières. Ça prend des prières. Mais il ne parle pas de contrôle des armes à feu, là. En fait, on dit de lui qu'il est très religieux. Moi, j'ai rien contre les prières, mais c'est pas des prières que ça prend. Ça prend des mesures, ça prend des lois, ça prend des volontés. Ça prend des volontés. Et on ne retrouve pas ces volontés-là, surtout du côté des républicains, ça va de soi. Mais on parle du deuxième plus grand pays, la plus grande puissance mondiale. On parle, et ils sont pas capables d'arriver à trouver cet encadrement nécessaire pour éviter. C'est la 535e je crois, fusillade cette année. C'est hallucinant et c'est pas acceptable. Et pendant ce temps-là, il y a des familles, il y a des drames humains importants et on n'arrive pas à mettre fin à ces situations ou en tout cas à les diminuer. Si on ne peut pas mettre fin, parce que le risque zéro n'existe pas, mais on peut-tu au moins prendre les mesures requises pour diminuer ce genre de situation-là?
565e. Ah, ben, tu vois, il m'en manquait 30. Depuis Ouais. le début de l'année. Françoise, ce qui nous étonne, et Michel a abordé la question rapidement, ce sont les lois dans l'État du Maine, OK, qui sont les plus... les moins contraignantes pour l'achat d'une arme à feu. On aurait pensé que ça aurait pu être le Texas, ça aurait pu être la Floride, mais dans le Maine, il n'y a pas de vérification des antécédents sur toutes les ventes d'armes à feu, pas de loi red flag, c'est-à-dire de drapeaux rouges qui peuvent être placés lorsqu'on peut avoir des doutes sur la personne qui veut acheter des armes. Pas d'interdiction d'accès aux armes pour les agresseurs conjugaux, pas d'interdiction des armes d'assaut, pas de limite de capacité de chargeur. Est-ce que ça vous étonne que dans l'État du Maine, qui est proche de nous, sur la côte Est, là, on se dit c'est peut-être plus... on pourrait peut-être être plus restrictif, qu'il n'y ait pas de règlement assez sévère dans l'État du Maine? Bien, j'avoue que oui, ça m'a surprise ce matin parce que le Maine, c'est tellement près de chez nous. On va faire différentes activités dans le Maine et ça a l'air tellement tranquille. Regardez l'endroit où ça a eu lieu, cette tuerie absolument épouvantable. Tu t'en vas jouer au quai avec des membres de ta famille, avec des amis, des collègues de travail. Tu t'attends pas de faire tirer par une personne qui souffre peut-être de maladie mentale. Je veux bien, là, mais qui, en même temps, avait un accès très facile à des armes, malgré toute sa situation, qui entraînait même des gens à comment tirer et ainsi de suite. Alors, on voit que c'est un problème, mais d'apprendre aussi, parce que j'apprenais ce matin, que les gens peuvent se promener avec des armes cachées en dessous de leur veston, en dessous... Alors, toutes ces fois qu'on est allé au Maine et qu'on croisait des gens sans savoir que peut-être il y avait un fusil, puis peut-être que j'aurais dû être plus patiente dans ma voiture au lieu de leur faire un doigt d'honneur ou quelque chose comme ça. Vous faites ça, sachant pas. Non, je fais pas ça, mais simplement pour dire qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire sous notre nez. Ouais. Mais j'entendais les politiciens ce matin, puis bon, c'est bien beau, on va tous... on va tenter de se guérir collectivement, d'essayer d'alléger nos souffrances morales et ainsi de suite. Mais ces politiciens-là sont où quand il y a des projets de loi, justement, pour au moins amener un minimum, peut-être pas pour empêcher les armes, mais simplement s'assurer, justement, qu'il y ait plus de contrôle par rapport à qui on laisse... entre les mains ces armes extrêmement dangereuses. Et peut-être qu'il y a plus de collaboration entre les différents corps policiers aussi. Alors, parce qu'eux autres aussi, aux États-Unis, ils ont un gouvernement fédéral, ils ont des États, ils ont des municipalités, etc. Alors, ils subissent un peu les mêmes problèmes que nous. Moi, je suis pas prête à faire comme Michel puis nous comparer, par contre, puis dire qu'au Canada ci, au Canada ça. Heureusement, on a moins d'accès facile aux armes jusqu'à un certain point. On a des lois. On a des lois quand même, là, Françoise. On a des lois. Oui, je comprends, mais il y a quand même beaucoup plus de tueries, par exemple, à Ottawa. Quand je grandissais, là, les amis, j'entendais pas parler de tueries au marché-bail. J'entendais pas parler autant de tueries à Montréal, à Toronto, dans les grands centres. Alors, je dis pas qu'on peut pas se comparer favorablement, mais je dis qu'on a aussi nos problèmes, puis nos problèmes de santé mentale, puis des gens qui ont accès à des armes, mais qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, je pense qu'on doit tous regarder cet événement-là, prendre une pause, puis essayer d'avancer pour le bien-être commun. Voilà. Quand on le prend spécifiquement, cet événement-là, il y a un antécédent de problèmes de santé mentale pour le suspect. Évidemment, il faudra voir, là, avec la médication et tout ça, mais il y a un aspect de santé mentale dans ce qui s'est passé hier, semble-t-il. Attendons les confirmations béton. Dimitri, est-ce que vous... Bon, chaque fois, honnêtement, là, chaque fois qu'il y a un événement comme ça aux États-Unis, on en discute, nous, là, les mordus, puis on se dit, bon, ça va relancer le débat sur le contrôle des armes à feu. Rappelez-vous de Sandy Hook, l'école. C'était au Connecticut, je pense, où il y avait eu plusieurs enfants qui étaient morts. Puis là, on disait, c'est le point tournant. Puis ça n'a pas été le point tournant. Comment ça se fait, Dimitri, selon vous, qu'aux États-Unis, on ne se lance pas dans un meilleur contrôle des armes à feu? Bien, parce que sur le plan politique, la Constitution des États-Unis, c'est le document utilisé par ceux qui sont contre tout contrôle des armes, de faire quelconque changement. Et vous avez raison, Sébastien. Écoutez, Lewiston 2023, 18 décès. Monterey Park 2023, 11 décès.
École primaire Robb, 21 décès. Le supermarché à Buffalo, 10 décès en 2022. El Paso, au Walmart, en 2019, 23 décès. La plage en Virginie, en 2019, 12 décès. Thousand Oaks, 12 décès en 2018. Je peux continuer pendant une couple d'heures, si vous voulez, Sébastien. Là où je suis d'accord avec le nouveau président, parce que moi aussi, je me considère comme un homme religieux, moi aussi, je vais prier, mais mes prières vont être différentes. Elles vont être différentes pour que les législateurs américains, finalement, à un moment donné, réalisent que ça ne devrait pas être plus facile d'acheter une arme que d'acheter de la bière ou des cigarettes. Gilles, vos réflexions. Oui, il faut aussi se dire qu'une fusillade, ce qui est considéré comme une fusillade aux États-Unis, c'est quand il y a 4 morts et plus. Donc, 3 morts, c'est pas une fusillade, là. Donc, il y en a peut-être plus que l'on pense, d'une part. Ah, c'est sûr. C'est vrai que c'est dans la Constitution, mais il faut se rappeler qu'à cette époque, c'était une guerre contre le colonialisme britannique et les habitants américains n'avaient pas le droit d'avoir des armes. C'est pour Il n'y ça avait qu'ils ont pas de mis ça. chargeur avec 15-20 balles non plus. Non, mais c'est surtout que, À l'époque de comme la ils n'avaient Constitution. pas le droit d'avoir des armes, que les Britanniques en avaient, c'est pour ça qu'ils ont mis ça dedans. La situation a changé radicalement. Aujourd'hui, il y a 20 des citoyens américains qui possèdent 70 des armes à feu. On cite le Maine, mais le Vermont, où est Bernie Sanders, a à peu près les mêmes lois que le Maine. Or, c'est Mais c'est ça qui inquiétant. nous étonne. Dans le nord-est Et- des États-Unis, on aurait Ouais. pensé qu'il y aurait des lois plus restrictives, Gilles. Bien, il s'est passé des choses ça là. Moi, j'allais à Saco pendant des années. Et quand est arrivé Sandy Hook, on a arrêté un homme dans le cinéma à Saco avec une arme. On l'a arrêté à temps parce qu'il s'en allait faire ce que l'autre a fait aujourd'hui. Alors, je pense, moi, qu'il faut être réaliste dans ça, changer la Constitution, entièrement d'accord avec Dimitri. D'autre part, tous ceux qui se disent un registre épouvantable. Écoutez, on enregistre nos autos. C'est quoi le problème d'enregistrer les armes à feu? Il me semble qu'une arme à feu, ça me semble un peu plus dangereux que des autos, moi. Il y a eu Et peu juste- de vols de banque qu'un auto, plusieurs avec des armes à feu. Hein? Et et- aussi, aujourd'hui, les armes, il y a moyen de faire des armes avec Des imprimantes 3D. C'est ça, Hey, imaginez. des imprimantes Et 3D. on voit, là, Ouais. récemment, même au Québec, se multiplier les événements violents dans les écoles. Hein? Mettez tout ça ensemble, là, c'est inquiétant, je trouve. En fait, c'est Mais soyons clairs, la grande différence entre le problème gigantesque aux États-Unis et le problème moins important ici au Canada, c'est qu'aux États-Unis, ces crimes sont commis avec des armes achetées légalement, Ouais, tandis c'est ça. qu'au Canada, la vaste majorité, plus de 90 des crimes commis avec des armes à feu sont commis avec des armes qui sont procurées illégalement, qui viennent de où? Des États-Unis. Tout à fait. Michel, vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, ce que je veux dire, c'est que effectivement, et on a raison. Et moi, je fais une distinction aussi entre ce genre de fusillade où on tire des victimes innocentes et ce qu'on a beaucoup ici à Montréal, c'est des phénomènes de gangs de rue, c'est des phénomènes reliés à la mafia, à des groupes criminalisés. Pour moi, on parle de deux choses Mais il y a eu une complètement balle différentes. perdue et si vite arrivé, Michel. Ça, non, on est Hein? d'accord avec ça. Je vous dis pas que c'est défendable. Je suis pas en train de défendre ça. Je suis en train de dire que c'est des situations qui, pour moi, sont très différentes. Et c'est là une nuance où... importante. Oui, très. Et je suis pas certaine qu'au niveau des programmes sociaux, tous les efforts sont déployés dans le soutien aux personnes atteintes de santé mentale. Et encore là, probablement qu'à la grandeur des États-Unis, c'est très variable d'un État à l'autre. Mais tout ça doit être interrelié. Mais terminons en disant, par ailleurs, je suis quand même étonnée qu'une puissance comme les États-Unis n'arrive même pas, entre élus, à être capable au fil des années, ça fait des années qu'on en parle, d'avoir ces lois et ces moyens beaucoup plus restrictifs. Mais en même temps, sommes-nous étonnés? Ils ont de la misère à approuver leur budget au Congrès Ils ont de américain. la misère à élire un président. Puis à élire un Exact. président de leur chambre. Ils sont même plus capables d'approuver leur budget. Alors, imaginez quand ça arrive dans les États. Mais il y a beaucoup de laxisme dans ce cas-là. C'est M. C'est Card ça. qui C'est s'appelle, ça. je crois. Et il est dans l'armée de réserve, située à Saco.
Et imaginez, il est instructeur de tir. Et voilà. On dit qu'il est atteint de maladie mentale. L'armée ne savait pas ça. Il est allé à C'est quand l'hôpital. même assez Mais incroyable. ça n'empêche pas d'acheter une arme dans le Maine. En tout cas, si on comprend les lois. Oui, mais est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui a un problème de santé mentale enseigne le tir et soit dans l'armée de réserve? Non. Me semble-t-il, là, que Peut-être poser ces questions puis répondre oui aux trois, là, il y a un problème. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.